17h, heure de l'Arizona. Le délai est dépassé. Personne n'a appelé, personne n'a payé. Et pendant que le monde retient son souffle pour la mère de Savannah Guthrie, kidnappée avec une rançon de 6 millions de dollars, TMZ publie le certificat de décès de Catherine O'Hara. Hollywood enterre ses illusions sur le box-office et un documentaire fait exploser les dernières protections autour de Gérard Depardieu. Bienvenue dans la semaine la plus noire, la plus folle et la plus révélatrice de toute l'année 2026 dans l'industrie du divertissement. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui suit. On commence par ce qui secoue l'industrie en profondeur. Et quand je dis en profondeur, je parle des fondations même du système. Février 2026, c'est le mois où tout se joue. César d'un côté de l'Atlantique, Oscar de l'autre. Et entre les deux, un gouffre qui ne cesse de se creuser entre le prestige et l'argent réel. Parlons d'abord de ce qui se passe chez nous, en France. La 51e cérémonie des Césars est prévue le 26 février à l'Olympia et déjà il y a un premier coup de théâtre avant même que le rideau ne se lève. La cérémonie a été décalée au jeudi. Pourquoi ? Pour éviter de se retrouver en face des enfoirés sur TF1. Oui. Vous avez bien entendu. Le cinéma français, dans toute sa grandeur, doit esquiver un concert caritatif pour espérer capter l'attention du public. Ça en dit long sur l'état des rapports de force médiatiques aujourd'hui. Mais passons au contenu, parce que là, c'est autrement plus intéressant. Camille Cotin préside, Benjamin Lavergne présente, et c'est un film américain qui domine la compétition française. Nouvelle vague de Richard Linklater rafle 10 nominations. Un film de métacinéma. Un film qui parle du cinéma lui-même, de son histoire, de sa mythologie. Et le fait que les votants des Césars se précipitent dessus en dit énormément sur l'état d'esprit actuel de l'industrie française. Une industrie qui se regarde dans le miroir et qui cherche désespérément à se reconnecter avec sa propre légende. Derrière, on retrouve L'attachement de Karine Tardieu et Dossier 137 de Dominique Moll. 8 nominations chacun, portées par les performances magistrales de Valéria Bruni-Tedeschi et Léa Drucker. Et puis, il y a ce geste symbolique qui ne trompe personne, le César d'honneur attribué à Jim Carrey. L'Académie française tend la main à une icône de l'âge d'or hollywoodien. C'est une manière de dire au monde qu'on existe encore, qu'on compte encore, qu'on peut encore attirer les géants de l'autre côté de l'océan. Et justement, de l'autre côté, c'est le séisme. La 98e cérémonie des Oscars, prévue le 15 mars au Théâtre Dolby sous la houlette de Conan O'Brien, s'annonce comme celle de tous les records. Et le mot record n'est pas une exagération. Sinners de Ryan Coogler vient de décrocher 16 nominations. 16. Vous réalisez ce que ça signifie. Ce film vient de pulvériser un plafond qui tenait depuis des décennies. Eve en 1950, Titanic en 1997, La La Land en 2016, tous plafonnaient à 14. Et Coogler arrive et les dépasse tous de 2 longueurs. C'est un moment historique, point final. Mais Sinners n'est pas la seule histoire à retenir de ces nominations. Il y a Timothée Chalamet. Avec Marty Supreme, il devient le plus jeune acteur de l'histoire à être nommé simultanément pour le meilleur acteur et pour le meilleur film en tant que producteur. On ne parle plus d'un acteur talentueux, on parle d'un homme qui est en train de prendre le contrôle de sa propre trajectoire dans l'industrie. Et on va y revenir. Il y a Emma Stone aussi, avec Bugonia, qui marque l'histoire en devenant la première femme nommée la même année pour l'interprétation et la production d'un même long métrage. Et puis, il y a Wagner Moura, nommé pour L'Agent secret, une première absolue pour un acteur brésilien dans la catégorie meilleur acteur. C'est un signal envoyé directement au marché latino-américain, un signal qui dit « Hollywood vous voit ». Hollywood vous veut. Et pendant qu'on parle de records et de premières historiques, n'oublions pas ce qui se passe en Belgique. Les Ansor 2026 à Ostende ont été un véritable coup de tonnerre pour le cinéma flamand. Julian, le premier long métrage de Cato Custers, a raflé 5 prix dont meilleur film et meilleure réalisation. Un film intime, basé sur l'histoire vraie de Fleur Piretz, qui prouve une fois de plus que les récits les plus personnels sont souvent ceux qui résonnent le plus fort. Et puis, il y a la série Putain, 8 récompenses, un raz-de-marée qui confirme que tout le monde pressentait, la frontière entre le prestige cinématographique et l'excellence sérielle n'existe plus. Pour les institutions européennes, un chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre, qu'il dure 2 heures ou 10 épisodes. Mais voilà le problème, et c'est un problème majeur. Toutes ces récompenses, toutes ces nominations, tout ce prestige, ça ne paie pas les factures. On appelle ça le prestige to profit gap et il n'a jamais été aussi béant qu'en ce moment. Parce que pendant que les cérémonies célèbrent l'art, le box-office, lui, raconte toute autre histoire. Le week-end du Super Bowl, c'est le test de résistance ultime pour les salles de cinéma. Quand 130 millions d'Américains sont scotchés devant un match, qui va au cinéma ?
Réponse, presque personne. Sauf si vous avez un concept en béton armé. Et cette année, les résultats sont révélateurs. Send Help de Sam Raimi prend la tête avec 10 millions de dollars. C'est solide, c'est le plus gros succès de Raimi depuis des années, mais 10 millions un week-end de Super Bowl, ça reste modeste. La surprise vient de Solo Mio, 7,2 millions, porté par un bouche à oreille exceptionnel. Quand le marketing échoue, c'est le public qui fait le travail. Mais la vraie leçon du week-end, c'est Iron Lung de Markiplier. 6 millions de dollars après une chute de 67%. 67%. Ce chiffre est un verdict sans appel sur le modèle du Creator-led Cinema. Ces films portés par des créateurs de contenu. L'audience est là le premier week-end par loyauté aux créateurs, puis elle disparaît parce que le film en tant que film ne tient pas la route. C'est un modèle qui brûle vite et qui s'éteint encore plus vite. Et puis, il y a le Dracula de Luc Besson. 4,5 millions. Un échec relatif pour une relecture qui n'a convaincu ni les fans du mythe, ni les amateurs du Coppola original. Besson continue de chercher sa formule et le public continue de ne pas la trouver. Pendant ce temps, Disney vit un problème que n'importe quel studio rêverait d'avoir, mais qui n'en reste pas moins un vrai casse-tête stratégique. Zootopie 2 culmine à 414 millions de dollars. Avatar Fire and Ash atteint 391,5 millions. Deux mastodontes du même studio qui se battent pour le même public, pour les mêmes écrans, pour le titre de plus gros succès de l'année. Disney doit choisir lequel de ces deux poulains recevra les derniers efforts de marketing. C'est le genre de dilemme qui se règle dans des salles de réunion où personne ne sourit. Et puis, il y a un phénomène qui mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il dessine le futur des salles de cinéma. Stray Kids de Dominate a engrangé 5,5 millions de dollars et 90% de ses revenus ont été générés le vendredi seul. Le vendredi, un seul jour. Le cinéma ne fonctionne plus ici comme un lieu de diffusion classique. Il devient une salle d'événementiel, un espace que les communautés de fans saturent sur un temps extrêmement court avant de disparaître. C'est spectaculaire, c'est rentable sur l'instant, mais c'est absolument insoutenable comme modèle économique. Les exploitants le savent et ça les terrifie. Maintenant, on quitte les chiffres et les stratégies pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus sombre, parce que derrière les tapis rouges et les nominations, il y a des êtres humains. Et en février 2026, plusieurs d'entre eux traversent l'enfer. Catherine O'Hara, 71 ans. L'icône qui a donné vie à tant de personnages inoubliables. Le certificat de décès, publié par le département de la santé publique de Los Angeles et relayé par TMZ, révèle qu'elle a succombé à une embolie pulmonaire résultant d'un cancer rectal sous-jacent. Elle a été crémée et ses cendres ont été remises à son époux, Bo Welch. C'est la fin d'un chapitre immense du cinéma et de la comédie, et c'est un rappel brutal que derrière chaque légende, il y a une fragilité que le projecteur ne montre pas. Et puis, il y a l'affaire qui glace le sang. Nancy Guthrie, la mère de Savannah Guthrie, l'animatrice de l'émission Today de NBC, kidnappée. Une rançon de 6 millions de dollars. Le délai a expiré le 9 février à 17h heure de l'Arizona, aucun signe de vie. Malgré les supplications publiques de Savannah, malgré la mobilisation médiatique, le FBI a déclaré n'avoir aucune connaissance de communication continue entre la famille et les ravisseurs. On est dans le vide, on est dans le silence. Et ce silence est assourdissant. C'est le genre d'histoire qui vous rappelle que la célébrité n'est pas un bouclier, c'est une cible. En France, c'est un autre type de bombe qui a explosé. Le documentaire de Julien Belvert, diffusé sur TMC, a mis en lumière des images inédites du tournage d'Umami en 2020. Des images que le système a tenté d'étouffer pendant des années. On y voit Gérard Depardieu tenant des propos dégradants envers sa partenaire Sandrine Bonner et envers des figurantes. Ce ne sont pas des rumeurs, ce ne sont pas des témoignages de seconde main, ce sont des images. Et ces images sont perçues comme l'acte final d'un système d'impunité qui a protégé l'acteur pendant des décennies. Un système qui avait déjà été ébranlé par sa condamnation en mai 2025, mais qui, avec ce documentaire, voit ses dernières défenses s'effondrer. Sur une note différente, mais tout aussi douloureuse, Lynn Seven, la championne de ski, a subi une fracture complexe du tibia lors d'une chute dramatique aux Jeux Olympiques de Milano-Cortina. C'est la fin définitive de ses ambitions olympiques. Une carrière légendaire qui se termine non pas dans la gloire d'une dernière descente parfaite, mais dans le bruit sec d'un os qui se brise. Le sport est parfois d'une cruauté insoutenable. Mais il y a aussi, au milieu de tout ça, des moments de construction, des moments où l'industrie fait ce qu'elle fait de mieux, fabriquer du mythe. Le 21 février, Timothée Chalamet et Matthew McConaughey se retrouveront à l'Université du Texas pour une masterclass organisée par CNN et Variety. Ce n'est pas un simple événement promotionnel, c'est une opération de repositionnement stratégique pour Chalamet. En s'asseyant aux côtés de McConaughey dans l'amphithéâtre de Moody College, là où McConaughey enseigne, Chalamet envoie un message clair. Il n'est plus l'idole des adolescents, il est l'héritier des grands maîtres. En pleine campagne pour les Oscars, chaque apparition est calculée, chaque image est pensée,
et celle-ci vaut de l'or. Et sur Hollywood Boulevard, le Walk of Fame continue d'écrire l'histoire de l'internationalisation de l'industrie. Franco Nero reçoit son étoile le 12 février, Michelle Yeoh le 18. 2 parcours, 2 continents, 2 manières de prouver que le talent n'a pas de passeport. Passons maintenant à l'événement qui a englouti tout le reste pendant 48 heures, le Super Bowl LX, et plus précisément le Halftime Show. Bad Bunny a livré une performance conçue comme une lettre d'amour à Porto Rico. Visuellement, c'était un triomphe, mais pour la première fois dans l'histoire du Super Bowl, l'audience de la mi-temps a été fragmentée par une alternative idéologique. Turning Point USA a produit un show concurrent, diffusé en parallèle, ciblant une audience conservatrice qui refuse de se reconnaître dans la culture pop mainstream. Et ça, c'est un tournant. Le Super Bowl était le dernier événement capable d'unifier l'Amérique autour d'un seul écran, d'un seul récit, d'un seul moment partagé. Cette époque est terminée. La culture pop ne rassemble plus, elle divise. Et le Halftime Show en est désormais le symbole. La fête a d'ailleurs été brutalement assombrie par la fusillade qui a éclaté à San Francisco après le match. Keyon White, joueur des 49 de San Francisco, a été blessé par balle. Un joueur du Super Bowl touché par une arme à feu quelques heures après le plus grand spectacle sportif du monde. L'Amérique en 2026, résumé en une seule phrase. Et pour finir sur une note de pilier indestructible de l'industrie avec l'annonce officielle du spin-off de Tarantino centré sur le personnage de Cliff Booth. C'est un projet sécuritaire pour un studio qui cherche des valeurs sûres dans un marché devenu complètement imprévisible. Quand vous ne savez plus quoi produire, vous produisez du Tarantino et du Pitt. C'est la définition même du refuge industriel. Voilà où en est l'industrie du divertissement en ce mois de février 2026. Entre records historiques aux Oscars et box-office en zone de turbulence, entre le sacre du prestige et la réalité brutale des chiffres, entre des tragédies humaines qui brisent le vernis et des opérations de communication millimétrées qui tentent de le recoller. C'est un monde fascinant, c'est un monde impitoyable et c'est un monde qui ne dort jamais. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette actualité. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. À très bientôt.